D'abord, je remercie la Société anthroposophique de m'avoir invité. Je remercie chacun et chacune, visage connu ou moins connu, d'être venu jusqu'ici. Alors, la littérature, à quoi bon? C'est un titre provocateur à dessein. Et si j'ai choisi ce titre, c'est aussi en fonction du lieu où je parle en ce moment, lieu qui est voué à la connaissance de Rudolf Steiner et à l'approfondissement de sa science spirituelle. Alors, le sous-entendu de ma question, c'est la littérature, qu'est-ce qu'elle a à dire? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle a du sens par rapport à la recherche spirituelle? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt consacrer son temps à chercher la vérité plutôt qu'à se livrer, soit comme auteur, soit comme lecteur, au charme de l'imagination? Est-ce que cette recherche ne serait pas du temps perdu? Et c'est pourquoi je développerai en 3 points, comme il se doit. J'essaierai de répondre à cette question en 3 parties. La littérature, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et à quoi ça sert? Voilà. Ce ne sera pas évidemment un exposé théorique. Prenons-le plutôt comme une promenade pour un samedi après-midi, à travers quelques auteurs, quelques réflexions, quelques expériences personnelles. Alors, première expérience, Cyril l'a rappelé tout à l'heure, mes 10 ans d'enseignement à l'école de Chatou. J'enseignais le français pendant une dizaine d'années et la philosophie pendant 3 ou 4 ans. Alors, j'intervenais dans les grandes classes. C'était pour la préparation du bac français et du bac philo en terminale. Alors, pour la préparation au bac français, nous avions le choix de certaines œuvres. Et une des œuvres que j'aimais beaucoup étudier, c'était ce livre que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense, c'est La Peste de Camus. Alors, on a dit que Camus était un écrivain pour classe terminale. C'était une réflexion qui n'était pas très gentille. Eh bien, moi, je crois que c'est au contraire une de ses vertus. Parce qu'ils sont bien rares, les romans, que l'on peut utiliser pour la formation de l'esprit des adolescents. Et je trouve que La Peste est remarquable et un remarquable outil pédagogique. Vous connaissez l'histoire, la ville d'Oran, où se déclenche la peste, est coupée du monde. Et les habitants sont confrontés à eux-mêmes, et on pourrait dire que, mis à l'épreuve, ils révèlent leur vérité, ils révèlent ce qu'ils sont, pour le meilleur ou pour le pire. Et finalement, à travers cette mise à l'épreuve, une communauté arrive à se constituer, et je crois que la leçon de ce livre, c'est que quand les hommes ont réussi à faire un lien entre eux, eh bien, la peste s'en va. La peste renonce parce qu'elle a trouvé face à elle une communauté soudée, une communauté unie. Je crois que ça, c'est la grande leçon de ce livre. Mais ce n'est pas de ça que je voudrais parler. Je voudrais parler d'un personnage presque insignifiant de cet ouvrage, un personnage secondaire qui s'appelle Grand. Grand est un personnage taciturne, extrêmement scrupuleux, très terne. Et il a une passion dans la vie, c'est l'écriture. Mais, voilà, il est bloqué. Il est bloqué, il n'arrive pas à écrire la lettre qu'il voudrait à celle dont il est amoureux, Jeanne.
Et puis, il a un roman qu'il a commencé, et puis il est toujours à la première phrase. Alors, on pourrait très bien se passer de ce personnage dans La Peste, qui n'est pas du tout nécessaire à l'intrigue. Alors il me semble, c'est une hypothèse peut-être un peu aventureuse, qu'à travers ce personnage, Camus a voulu faire passer un peu clandestinement une réflexion sur l'écriture, sur la littérature, telle qu'il la concevait. Alors il y a une chose aussi assez curieuse, c'est que vous avez des personnages très forts, comme le père Panelou, comme Tarou, qui meurent et qui, au moment de mourir, finalement, acquièrent une dimension qui couronne leur destin. Eh bien, le pauvre Grand, lui, il attrape la peste, eh bien, il n'en meurt pas. Il en réchappe. Alors pourquoi est-ce qu'il en réchappe ? Ben, peut-être, je dirais, parce qu'il n'est pas assez incarné pour mourir. Parce que peut-être que quelqu'un qui voue sa vie à l'écriture, au fond, il relève d'une incarnation différée. Il est un peu à l'écart du monde. Ça rappelle un peu le livre de Thomas Mann, Tonio Krüger, qui raconte la jeunesse d'un écrivain. Et une des scènes emblématiques de Tonio Krüger, c'est quand Tonio regarde une fête à travers une vitre et il voit danser celle qu'il aime. Et lui, il est coupé du monde, de la vie par cette vitre, il est comme posé à l'écart du monde. Alors, Grand, c'est un peu cela. Hein. Bon, je reviendrai tout à l'heure sur cette question d'incarnation différée. Grand, au fond, il n'a pas beaucoup d'épaisseur, même comme personnage. C'est une allégorie. Il me semble qu'il sert de support au manifeste littéraire de Camus. Alors, pour ça, voyons cette fameuse première phrase. La première phrase qu'il n'arrive pas à dépasser. La voix de Grand s'éleva sourdement. Par une belle matinée du mois de mai, une élégante Amazone parcourait, sur une superbe jument alezane, les allées fleuries du bois de Boulogne. Qu'en pensez-vous ? Rieux répondit que ce début le rendait curieux de connaître la suite. Mais l'autre dit avec animation que ce point de vue n'était pas le bon. Il frappa ses papiers du plat de la main, mais ce n'est là qu'une approximation. Quand je serai arrivé à rendre parfaitement le tableau que j'ai dans l'imagination, quand ma phrase aura l'allure même de cette promenade au trot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, alors le reste sera plus facile et surtout, l'illusion sera telle dès le début, qu'il sera possible de dire chapeau bas. Voilà. Mais le problème, c'est que l'Amazone, elle n'ira jamais plus loin. Et il faudra attendre presque la fin du roman pour que Grand, peut-être grâce à l'épreuve de la maladie d'ailleurs, peut-être aussi par le contact avec les autres, arrive enfin à écrire la fameuse lettre d'amour à Jeanne, et il dit cette phrase extraordinaire, et que maintenant il est content, et puis il avait recommencé sa phrase, « J'ai supprimé, dit-il, tous les adjectifs. » Ah, voilà qui est extraordinaire. Il a supprimé les adjectifs et maintenant, le récit peut courir. Alors, vous voyez, il me semble que... Qu'est-ce que c'est qu'un adjectif ? C'est ce qui est porteur des qualités particulières. On peut indéfiniment qualifier un objet ou un être, on n'en finira jamais de décrire toutes les nuances qu'il peut prendre, toutes les sensations qu'il nous inspire, et ça n'avancera jamais. Donc, l'adjectif est porteur de l'image. Et l'image, c'est ce qui fixe. L'image immobilise. L'image est baignée d'une clarté lunaire. Et de l'autre côté, quand on enlève tous les adjectifs, on a la syntaxe,
sujet, verbe, complément, hein, le verbe notamment, et on a l'action. On a le mouvement. Julien Gracq, dans le livre qu'il a consacré à André Breton, dit la même chose. Il dit « Le mot tend à communier avec le monde, à s'identifier à lui et à le comprendre mystiquement. La syntaxe représente au contraire une hiérarchie, un ordre imposé du dehors par l'entremise d'une brutale conquête rationnelle. On pourrait définir la poésie comme la mise en sommeil momentanée de la syntaxe. » Vous voyez, cette polarité, hein, image, poésie, et syntaxe. Alors, vous voyez, à travers ces deux pôles, on peut définir la littérature comme, justement, ce qui est en tension entre ces deux pôles. Entre le pôle de l'action et le pôle de l'image, avec la possibilité d'un équilibre idéal entre les deux. Il faut imaginer deux tireurs, deux équipes de tireurs à la corde, chacun voulant aller de son côté. Et qu'est-ce qu'on trouverait au milieu dans l'état d'équilibre idéal entre ces deux polarités? Homère, peut-être, Dostoïevski, sûrement, Thomas Mann, quelques autres. Si on va de ce côté-là, on va trouver peut-être Marguerite Duras avec sa petite musique. On va trouver Faulkner avec son style si particulier. De ce côté-là, on va trouver Daniel Defoe peut-être avec Robinson. Les Trois Mousquetaires de Dumas. Hein. On pourrait y passer la soirée en essayant de les situer comme ça, hein, sur cet axe en polarité. Alors, c'est ce qui me donnerait une première définition de la littérature comme art de raconter des histoires. L'art de raconter des histoires, il faut que dans ces histoires, il y ait de l'action, et il faut aussi qu'il y ait de l'image, de la métaphore, de la poésie. Alors, si on s'intéresse particulièrement au récit, alors là, Cyril a évoqué tout à l'heure mon expérience de scénariste. Là, c'est un petit peu les mêmes principes entre le scénario et le roman d'action. Il y a des règles qui sont à peu près similaires. Alors, d'abord, comment naît une histoire? Comment ça commence? Qu'est-ce qui donne l'idée, le point de départ d'une histoire? Eh bien, un Italien, Gianni Rodari, a écrit La grammaire de l'imagination, où il définit les principes de base de la mise en route d'une histoire. Il dit « c'est simplement une histoire, c'est le choc entre deux éléments qui n'ont rien à voir entre eux. Et comme vous frappez deux silex, il naît l'étincelle, qui va mettre le feu ensuite à tout ce qui suit, eh bien voilà, le choc de deux éléments qui n'ont rien à voir, deux éléments hétérogènes. Alors ça, je peux en donner un témoignage par rapport à un scénario. Avec une amie africaine, nous avions déjà fait un film, et nous cherchions une idée pour un long métrage. Nous voulions faire une comédie. Et elle énumérait des situations qu'elle avait vécues ou qu'elle avait connues. Et à un moment, elle évoque les événements de 1987 au Burkina Faso, l'assassinat du président Sankara. Or, son oncle était dans un des camps, je ne me souviens plus de quel côté il était. Toujours est-il qu'il est capturé par ses ennemis et on le fait rôtir vivant à la broche. C'était mal parti pour une comédie. Du coup, en sortant,
Eh bien, subitement, il y a justement un choc qui s'est produit parce que j'ai mis ça en rapport avec une pièce de Shakespeare que j'avais vue quelques années avant, Titus Andronicus, qui est une pièce absolument horrible, gore, on pourrait dire, où un homme à qui on a coupé les bras, tient entre ses dents la tête coupée de son père, où on fait manger, empâter des enfants à leur père, etc., etc. Et donc, la conjonction de ces deux éléments, je me suis dit, il faut qu'on fasse un film du Shakespeare africain. Et en plus, j'ai rajouté une contrainte, on va faire ça, une unité de lieu, unité de temps, unité d'action, une nuit, la nuit de la vérité, ça donnait le film La nuit de la vérité. Donc, en 10 secondes, le film était né, il a fallu 6 ans de 12 versions du scénario, trouver l'argent, le tourner, etc., pour qu'il soit enfin projeté sur les écrans. Mais en 10 secondes, il était fait. Hein. Je crois que c'est Corneille ou Racine qui disait « Ma pièce est faite, il ne me reste plus qu'à l'écrire. » Là, c'était un peu ça. Il arrive quelquefois... Alors oui, un autre exemple, dans le Girovague. Hein. Le dernier récit du Girovague, qui s'appelle « L'enfant de septembre », il est né de l'association entre un poème de Patrice de la Tour du Pin, qui s'appelle « Les enfants de septembre », et le crash d'un ovni à Roswell aux États-Unis dans les années 50. C'est l'association entre ces deux éléments qui m'a fourni le thème de l'enfant de septembre. Quelquefois, il arrive que c'est un seul élément qui est mis en rapport avec ce qui est en soi à l'état latent. Souvent, aux étudiants, je donne comme exemple l'huître, qui a un grain de sable, et autour de ce grain de sable, elle va sécréter sa perle. Et j'ai eu la surprise de trouver chez Karen Blixen cette phrase « L'œuvre d'art est comme une perle autour d'un grain de sable qui fait mal. » Alors, cela, je pourrais dire, je l'ai... dans le Girovague, le texte qui donne son titre, qui est le plus long du recueil, je me souviens très bien comment il est né, c'était à Ouagadougou, dans les faubourgs. Un matin, j'étais à peu près seul dans une rue, ces rues non bitumées, avec la latérite et les flaques d'eau, le ciel un peu fiévreux au-dessus. Et là, une mélancolie intense et une phrase qui vient « Moi aussi, il me semble que j'ai habité quelque part. » Et c'est parti. Tout le reste a suivi. J'avais trouvé une fréquence. Et sur cette fréquence, je pouvais continuer à capter les ondes, en gros. Alors, voilà. Comment naît une histoire? Alors, vous connaissez peut-être, il était très célèbre entre les deux guerres, Pierre Benoît. Pierre Benoît qui revient un petit peu à la mode aujourd'hui, très bon écrivain, Pierre Benoît. Alors lui, il disait, écrire un roman, c'est pas difficile. Vous prenez une tragédie de Racine et le Guide bleu. Et vous mélangez les deux. Vous voyez le Guide bleu qui décrit un paysage. Et vous voyez, il y a une grande sagesse là-dedans. Le tragédie de Racine pour la structure dramatique, le Guide bleu pour tout le reste, le décor, le contexte. Et par exemple, quand dans le Puits de Jacob, il décrit Israël, enfin la Palestine avant la fondation d'Israël, quand dans le Lac Salé, il décrit la vie des Mormons, c'est absolument passionnant parce qu'à la fois il y a une intrigue et puis on découvre des univers. Alors, Pierre Benoît, je dis, il a beaucoup de succès, parce que c'est ça qu'on cherche quand on écrit. Et pour avoir du succès, on n'y arrive pas toujours. Alors le poète anglais Coleridge donne la clé de notre sensibilité à la fiction. Il dit il faut que l'auteur il faut qu'on arrive à la suspension consentie de l'incrédulité. Vous voyez, que l'auteur arrive à nous faire suspendre notre incrédulité naturelle. On sait que c'est faux, mais on fait semblant d'y croire. Ça, c'est la base du rapport à la fiction. La suspension consentie de l'incrédulité. Alors, comment faire? Eh bien, quelques siècles avant lui, Aristote y avait répondu. Dans la Poétique,
La poétique, c'est toujours le premier livre qu'on donne aux étudiants en scénario. Et il est bon de savoir que Hollywood repose sur les épaules du vieil Aristote, finalement, dans l'art de raconter. Or, les ressorts de l'âme humaine, selon Aristote, c'est la pitié et la crainte. Tout ça, il ne l'a pas inventé, il l'a tiré de l'enseignement qu'on diffusait dans les mystères aux initiés, hein, puisque, comme dans le théâtre grec, on sait que la source, elle est là, elle est chez ceux qui connaissent la tradition en profondeur, et ensuite elle est vulgarisée. La pitié, on dirait aujourd'hui l'empathie, et c'est ce qui est à la base du principe de l'identification. Pour qu'on s'intéresse à un personnage, il faut qu'on puisse se mettre à sa place, il faut qu'il soit suffisamment consistant pour qu'on se projette, qu'on fusionne avec lui. Et puis, le reste, la crainte, c'est que si on s'intéresse à un personnage, on espère avec lui, on a peur avec lui. Et là, on entre dans la durée, dans le déroulement des péripéties qui vont définir le parcours de ce personnage auquel on s'identifie. Et ça, c'est la recette du bon roman ou du bon scénario. Alors, on pourrait dire que dans un bon récit, c'est comme un être vivant, en fait. On a la structure, qu'on pourrait, la dramaturgie, qu'on pourrait comparer au corps. On a tout ce qui touche à l'émotion. C'est l'âme. On a le message. On pourrait dire corps, âme, esprit. L'œuvre est un être vivant. Alors à propos du message, il y a un petit exemple que je donne quelquefois aux étudiants. Je dis, si vous voulez transmettre un message à votre lecteur ou à votre spectateur, c'est comme si vous vouliez expédier en orbite un petit satellite de 300 grammes. Seulement pour expédier en orbite un satellite de 300 grammes, il faut une fusée de 30 tonnes. Minimum, enfin je ne connais rien, mais enfin bon, c'est pour donner une idée. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que tout ça soit porteur et que l'idée apparaisse vraiment nécessairement amenée par les péripéties. Et Borges, qui a toujours le sens de la formule, dit « On ne sait pas très bien comment définir une œuvre réussie. Par contre, on sait très bien à quels critères on reconnaît une œuvre ratée. C'est celle qui correspond aux intentions de son auteur. » Et oui, parce que l'intention, c'est une chose, mais si on en reste là, comme dit Proust aussi, les idées qu'on fait apparaître dans une œuvre, c'est comme si on laissait l'étiquette sur le paquet cadeau. Et puis, bon, Stendhal, c'est un coup de canon tiré dans un concert. Donc, se méfier des idées. Et Albert Béguin dit « Merveilleux Balzac ». Il n'atteint à la souveraineté de son art qu'en consentant à la défaite de son dessein concerté. Henry James, quand il recevait un manuscrit, ce qui lui arrivait souvent, répondait à peu près toujours la même chose. Vous avez un bon sujet et vous l'avez traité sans détour. Alors, les gens qui recevaient ça étaient très contents. Ils disaient « Ah, mais monsieur Henry James dit que j'ai un bon sujet et que je l'ai traité sans détour. » En fait, ce n'était pas du tout un compliment, bien au contraire, parce que pour Henry James, tout était dans le détour, justement. La littérature était dans le détour. Et son ami T.S. Eliot dit « Jamais son pur esprit ne fut troublé par une idée. » Alors, l'idée, ça me rappelle un monsieur charmant qui enseignait au Centre Perceval, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous l'a connu, Bertin Montifroy.
Berthem Antifroid, il avait raconté une anecdote que j'ai jamais oubliée. C'était entre Monet, le peintre Claude Monet, et Mallarmé. Et un jour, Monet dit à Mallarmé, « Ah, il me semble, il faudrait que je me mette à écrire, moi aussi, j'ai plein d'idées. » Et alors là, Mallarmé le regarde, mais Monet, on n'écrit pas avec des idées, on écrit avec des mots. Eh oui. On n'écrit pas avec des idées, mais le choix des mots, alors ça, c'est le style. Alors le style, il est de ce côté-là. Il est du côté de l'empreinte personnelle qu'on va mettre dans un récit. Alors, il y a une fameuse définition du style par Buffon, l'homme qui mettait des manchettes pour écrire. Le style, c'est l'homme. Le style, c'est l'homme même. Bon. Bien plus tard, Jacques Lacan a un petit peu perfectionné cette formule. Le style, c'est l'homme à qui on s'adresse. C'est l'homme à qui on s'adresse parce que notre message nous revient de lui transformé. Il y a l'intention. Ben moi, si je peux me permettre, j'ajouterai encore autre chose. Je dirais, le style, c'est ce à quoi on s'adresse dans l'homme. Quel est le degré de connivence que l'on recherche et à quel niveau on le situe? Alors, je vais prendre 3 exemples, mais très simples, très primaires. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. La phrase qui ouvre le Salammbô de Flaubert. Vous voyez, c'est une sonnerie de trompette. Hein. On a à la fois l'exotisme et puis le jeu des consonnes et des voyelles. Là, Flaubert s'adresse à des connaisseurs, à des gens qui ne vont pas tellement s'intéresser à l'histoire, mais plutôt à la manière de la raconter. Il s'adresse à un public cultivé, d'esthètes, et il s'adresse à l'intelligence. Si on prend maintenant, longtemps, je me suis couché de bonne heure. Je vous fais grâce de la phrase suivante, on n'a pas toute la nuit devant nous. Mais longtemps, je me suis couché de bonne heure. Vous voyez, c'est le ton de la confidence. C'est en mode mineur. On n'est plus dans le mode majeur des trompettes d'Aïda. Là, on est prêt à écouter quelqu'un qui va nous parler, mettre son âme à nu. Et celui-là maintenant, pour parler franc, là, entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé. Oh, je n'ai pas très bien commencé. Je suis né, je le répète, à Courbevoie, Seine. Je le répète pour la 1000e fois. Après bien des allers et retours, je termine vraiment au plus mal. Il y a l'âge, vous me direz. Il y a l'âge, c'est entendu. À 63 ans et mèche, il devient extrêmement ardu de se refaire une situation, de se relancer en clientèle, si ou là, je vous oubliais. Je suis médecin. Vous avez reconnu Céline, les débuts d'un château l'autre. Alors celui-là, il vous accroche dans le col et il ne vous lâche plus. Il va. Alors lui, si Flaubert s'adresse à la tête, si Proust s'adresse au cœur, lui, si j'ose dire, Céline, il vous prend par les tripes et par l'émotion. Il vous entraîne. Alors voilà, le style qu'on choisit définit le degré de connivence que l'on cherche avec le lecteur et quelle partie du lecteur on veut faire entrer en résonance. Alors quelquefois, on s'adresse à l'être tout entier. Je pense que Dostoïevski, Homère, Thomas Mann et bien d'autres s'adressent à l'être tout entier. Il déploie toutes les potentialités de l'être humain. Alors, maintenant, je vais rebondir sur une phrase de Proust qui disait que le style est comme la marque de la transformation que la pensée de l'écrivain fait subir à la réalité. Et il dit le style pour l'écrivain
aussi bien que la couleur pour le peintre est une question non de technique, mais de vision. Si vous voulez, la technique, elle est là. La vision, elle est là. La vision. Alors pour parler de la vision, je vais faire allusion à quelqu'un que vous avez croisé en venant ici. Je ne sais pas si vous lui avez fait un petit salut. Il est là, planté à l'angle du boulevard Raspail. Hein, sa statue par Rodin, Balzac. Et alors Balzac, lui, à propos du style, on y reviendra peut-être tout à l'heure, disait il y a 3 styles. Le style d'image qui est celui de Monsieur de Chateaubriand, le style d'idée, où vient de s'illustrer Monsieur Stendhal, et il existe un 3e style, le mien, celui de l'image vers l'idée. De l'image vers l'idée. Mais je vais faire un petit détour avant d'aller plus loin sur ce thème par une petite anecdote, si on veut. Il y a quelques années, Marie-Françoise Cavalier, que certains d'entre vous ont connue sans doute et qui nous a quittés il y a déjà un certain temps, avait créé un café associatif sur son lieu de travail au rue du Faubourg Saint-Antoine. Et nous étions quelques-uns à animer des ateliers. Dominique Sauvant animait l'atelier de rythmie, j'animais l'atelier d'écriture. Et tous les week-ends, enfin tous les samedis, eh bien, ce café associatif accueillait du monde. Et le soir, il fallait faire une petite conférence, si possible sur un thème un peu spirituel, et il fallait remplir le planning, un peu le travail de Cyril. Et on se creusait la tête quelquefois pour trouver un sujet de conférence. Et puis un jour, je me dis, tiens, j'ai bien envie de parler de Balzac. Bon, mais parler de Balzac sur un thème un peu spirituel, je me dis, tiens, il y a un livre où Balzac touche un peu au mysticisme, c'est Séraphita. Bon. Donc on a le programme, conférence, causerie sur Séraphita de Balzac. Je n'avais jamais lu Séraphita, en fait. Et comme la date approchait, je me dis quand même, il faut que je m'y mette. Et là, catastrophe, c'est pas du tout ce que je pensais. C'est à peu près illisible. Excusez-moi. Mais bon, je vous donne quand même le résumé. Dans un château de Norvège, Séraphitus aime Mina, et il est aimé d'elle qui voit en lui un homme. Mais Séraphitus est aussi aimé de Wilfrid, qui le considère comme une femme. Séraphita, en réalité, est un androgyne, né de parents adeptes de la doctrine de Swedenborg. Doué de facultés mentales dépassant celles du commun des mortels, il mène une vie solitaire et contemplative. Il rêve de connaître l'amour parfait, qui consiste à conjoindre les 2 êtres de sexe opposé. Finalement, sous les yeux effarés de Mina et Wilfrid, l'être total se transforme en séraphin et monte au ciel. Bon, c'est très intéressant. Je nie pas que ce soit très intéressant si on s'intéresse à la doctrine de Swedenborg. Mais il vaut peut-être mieux lire les textes de Swedenborg lui-même. Parce que qu'est-ce qu'on trouve comme type de phrase ? Voilà une citation. « Ici, j'éprouve un sentiment rarement inspiré par le spectacle des villes et qui me porterait à demeurer couché au milieu de ces herbes si rapidement venues. Là, les yeux au ciel, le cœur ouvert, perdu au sein de l'immensité, je me laisserais aller à entendre le soupir de la fleur qui, à peine dégagée de sa primitive nature, voudrait courir, et les cris de l'eider impatient de n'avoir encore que des ailes, en me rappelant les désirs de l'homme qui tient de tous, et lui aussi désire. » etc. « Adieu, dit-elle, foyer brûlant d'amour où tout marche avec ardeur du centre aux extrémités et dont les extrémités se ressemblent comme une chevelure de femme pour tresser la natte inconnue par laquelle tu te rattaches dans l'éther indiscernable à la pensée divine. » Voilà. C'est... Bon, si on arrive, on trouve des belles choses. Mais alors, je me dis, qu'est-ce que je fais ? J'annule la causerie, je vais quand même pas. Et puis après, bon...
je me suis dit, ben non, je vais essayer de montrer que ce texte-là, c'est pas du Balzac, en fait. Comme on dit que le rêve, c'est pas du Zola, par exemple. Et essayer de montrer pourquoi. Et je me renseigne un peu. Et là, j'apprends à mieux connaître Balzac. Et chez Albert Béguin, dans un livre formidable qui s'appelle Balzac visionnaire, je trouve quelque chose qui me confirme un peu dans mon jugement. Il dit « Quand Balzac cède à la tentation d'écrire des pages sublimes, c'est alors qu'il tombe presque immanquablement dans le galimatia et la fausse noblesse. » Bon. Mais ce que je découvre aussi, j'avais toujours considéré, d'après ce qu'on apprend à l'école, que Balzac est un réaliste. Pas du tout. Pas du tout. Voyons ce qu'en dit Baudelaire. J'ai maintes fois été étonné que la grande gloire de Balzac fût de passer pour un observateur. Il m'avait toujours semblé que son principal mérite était d'être visionnaire, et visionnaire passionné. Et mot passant, on ne peut dire de lui qu'il fut un observateur, ni qu'il évoqua exactement le spectacle de la vie, comme le firent après lui certains romanciers, mais il fut doué d'une si géniale intuition et il créa une humanité tout entière, si vraisemblable, que tout le monde y crut, et elle devint vraie. Et Albert Béguin, de nouveau, la puissance verbale de Balzac, qui se confond avec sa puissance visionnaire, n'a cessé de s'accroître à mesure que, se détournant du fantastique, il en venait à le déceler dans la vie de tous les jours. Le monde réel ne lui paraît si réel que parce qu'il est la surface transparente de l'autre. On a le sentiment d'être vraiment dans la vie, mais on ne l'aurait pas si à chaque instant le sensible n'était le symbole de la manifestation de l'invisible. Donc, voilà. Alors, ce que j'avais essayé de montrer, c'était que le génie de Balzac, c'est d'être un visionnaire du réel, un visionnaire du concret. Et c'est là où il épanouit son talent et son génie. Toujours Albert Béguin, il ne se lasse pas de répéter que le véritable écrivain ne copie pas le monde extérieur, mais commence par en replonger en lui-même les images, afin que dans l'ombre favorable de sa rêverie, elles s'organisent à nouveau, se combinent selon des associations différentes et composent ainsi une architecture que déchiffrera la seconde vue du poète. Chez moi, dit Balzac, l'observation était devenue intuitive. Oui. C'est très différent de Zola qui partait faire des photos, qui faisait... non, Balzac, il réinvente tout, c'est extraordinaire. Par exemple, au début de Sérafita, il fait une description d'une côte sauvage avec les oiseaux. Comment il a fait ça? Il a regardé une carte. Il a regardé comment la carte était découpée et il a projeté par imagination tout ce paysage qui nous fait vivre et entendre. C'est sa puissance extraordinaire. Alors, maintenant je vais évoquer brièvement un autre livre de Balzac, La femme de 30 ans. La femme de 30 ans, c'est du pur Balzac, une histoire de femme qui est obligée d'épouser un mari, qui ne l'aime pas, qui a un amant, qui a un enfant avec son amant, mais la première fille légitime est au courant, elle noie le petit garçon. Voilà, ça c'est la première partie. Et Balzac s'arrête là. Et pendant 10 ans, il abandonne sa femme de 30 ans, il l'a mise en quarantaine. Et quand il reprend, alors là, c'est, je dirais, n'importe quoi. Il y a des histoires d'enlèvement, de pirates. Si vous avez vu les films là, sur les pirates, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est tout à fait ça. C'est complètement délirant, avec des reconnaissances, des retournements. C'est du mélo, le pire mélo. Alors évidemment, qui suis-je pour juger Balzac? Mais en fait, c'est lui-même qui a cette opinion-là, parce qu'il écrit à Madame Anska, écoute, pressé par le temps, j'ai un peu fait n'importe quoi, il faudra que je reprenne ça un jour. En fait, il l'a jamais repris.
Donc vous voyez, c'est étrange parce que dans un sens, Balzac essayait de travailler au-dessus de son niveau, c'est-à-dire de se rendre perméable aux impulsions de l'esprit. Et ça ne marche pas. D'un autre côté, il laisse la voie ouverte aux automatismes du récit. Il est en dessous de son niveau. Hein. Et voilà, c'est plus du Balzac non plus. Hein. Vous voyez, c'est comme si il fallait vraiment qu'il trouve l'ajustement avec le style qui lui convient, avec son génie propre. Et c'est l'œuvre, la grande œuvre qu'on connaît, hein, Lys dans la vallée, les illusions perdues, enfin, une société qui recrée à travers lui. J'ai toujours l'impression que Balzac n'est pas du tout un homme sérieux, c'est un enfant. Et comme l'enfant, avant l'âge de 3 ans, il absorbe tout. Il est perméable comme une éponge. Vous voyez, il ne choisit pas, il ne trie pas, il n'étudie pas. Il réinvente tout et il le projette dans son œuvre. Le génie de Balzac est centrifuge. Il répand dans le macrocosme les multiples facettes de son moi en expansion, qui sont les 2472 personnages de la comédie humaine. Proust, lui, a un génie centripète. Il découvre un univers dans le microcosme intime de sa mémoire, où il s'immerge. Vous voyez cette citation de Proust. Les niais s'imaginent que les grosses dimensions des phénomènes sociaux sont une occasion de pénétrer plus avant dans l'âme humaine. Ils devraient au contraire comprendre que c'est en descendant en profondeur dans une individualité qu'ils auraient la chance de comprendre ces phénomènes. Descendre en profondeur dans une individualité. Vous voyez, c'est exactement l'antithèse du génie de Balzac. Cela dit, comme le dit Maurice Bardèche dans son ouvrage où il compare Proust et Balzac, pour Proust, comme pour Balzac, l'imagination est la reine des batailles. Nous sommes ce que l'imagination fait de nous. Nous laissons un sentiment ou une personne ou une idée nous préoccuper, puis nous obséder, puis s'emparer de nous entièrement, et finalement, nous sommes les prisonniers de ce sentiment que nous avons laissé se développer en nous. Dans les deux cas, l'imagination est créatrice et recréatrice du monde. Ils rejoignent par exemple le Bachelard, qui dit « Dans l'ordre littéraire, tout est rêvé avant d'être vu ». Et on retrouve même Hugo. Chose inouïe, c'est au-dedans de soi qu'il faut regarder le dehors, dit Hugo. Alors, vous voyez, cette haute littérature, que ce soit de Balzac, de Proust, de Hugo, elle est fondée sur l'inspiration. Alors d'où vient-elle, cette inspiration ? Alors, l'orientaliste Henri Corbin, il n'est pas le seul, mais il a travaillé autour d'une notion qui s'appelle l'imaginal. L'imaginal, cette puissance de l'âme ouvre l'être à un monde suprasensible. Ce n'est ni le monde connu par les sens, ni celui connu par l'intellect, mais un troisième monde, un intermonde entre le sensible et l'intelligible. L'imagination créatrice est irréductible à l'imaginaire, terme qui évoque fabulation, irréalité, fiction, quand ce n'est pas délire. Non, l'imagination créatrice est une faculté cognitive de plein droit. Elle immatérialise les formes sensibles, les reconduisant à la source de leur apparaître. Elle imaginalise les formes intelligibles ou archétypes en leur donnant figure, dimension, rythme et visage. Vous voyez ce double mouvement. Quelquefois, dans les cours de scénario, je disais, au fond, tout l'art réside dans deux gestes.
Ce qui est ici doit passer ici, et ce qui est ici doit passer ici. C'est-à-dire, il faut incarner les idées, les soumettre au risque de la fiction, et penser les intuitions, les élever au niveau de la claire conscience, où on peut reconnaître, si on veut, le solvay et coagula des alchimistes, soufre et mercure, si on veut. Donc, vous voyez, je trouve cette notion d'imaginal est intéressante parce qu'elle nous met sur la voie d'une forme de quasi-objectivité de l'imagination. Et puis, de ce double mouvement, de cette respiration entre pensée et intuition. Et on aurait pu dire entre Apollon et Dionysos, la lumière de la connaissance et l'ivresse d'Apollon. Toujours cette respiration, polarité. Alors, sur cette inspiration, on peut s'interroger sur le mystère qui fait que, comme dit Valérie, les dieux nous donnent le premier vers. Après, il faut se débrouiller. Alors, Stevenson parlait de ces brownies. Les brownies, c'était des petits génies qui venaient lui parler la nuit. Et il n'avait le lendemain qu'à recopier ce qu'il lui avait dicté. Bon, il en parlait avec humour. Bon, on parle de Graham Greene, qui avait, semble-t-il, une présence invisible qui l'aidait à écrire. Simon avec ses rêves, etc., etc. Par exemple, un écrivain américain qui a une puissance d'imagination extraordinaire, qui est Dan Simmons. Alors, il raconte comment l'idée d'un de ses livres majeurs, qui s'appelle L'échiquier du mal, lui est venue d'un rêve. Il a vu une femme âgée poursuivie par un hélicoptère sur une plage. Et il s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qui pourrait justifier qu'une femme de 80 et plus soit poursuivie par un hélicoptère sur une plage? Et il a inventé ce livre extraordinaire en 2 volumes, L'échiquier du mal, qui est un chef-d'œuvre. On pourrait parler de Philippe Cadic, qui définit les péripéties par des tirages du Viking, les péripéties de maître du Haut-Château, par exemple. Philippe Cadic est un personnage tout à fait extraordinaire. Il y a une phrase aussi que j'aime bien de Gogol. Quand il avait fini d'écrire Les âmes mortes, un ami lui dit « Mais quand est-ce que tu nous donnes la suite ?» Et Gogol a cette formule extraordinaire, il dit « Je m'attends ». C'est extraordinaire. Je m'attends. J'attends cette part de moi qui sera... Vous voyez, bon, ça pourrait être l'excuse d'un paresseux. Mais je m'attends. Et ça, quand on pratique l'écriture ou d'autres activités artistiques, on sait très bien ce que ça veut dire. Il y a des moments où c'est pas la peine d'insister. Et puis, d'autres moments où on sait que c'est possible. Mais sans doute, c'est lui que je préfère dans toutes ces citations, c'est Céline. Celle que je préfère, dans toutes ces citations, c'est celle de Céline dans sa lettre à Milton Indus du 15 décembre 1947. « Je ne crée rien, à vrai dire. Je nettoie une sorte de médaille cachée, de statue enfouie dans la glaise. Tout existe déjà. De soi, de ses propres plans, on ne fait que des bêtises. Tout est fait hors de soi dans les ondes, je pense. Aucune vanité en tout ceci. C'est un labeur bien ouvrier dans les ondes. » Quelle plus belle définition de l'écrivain, ouvrier dans les ondes, parce qu'il y a l'humilité de l'artisan et le sens du mystère de ce qui nous vient d'ailleurs, ouvrier dans les ondes. Donc, à propos d'ondes, on a, et ça aussi c'est une expérience vécue. Je pense que beaucoup qui se livrent à une activité créatrice ont ressenti. À partir d'un certain moment, on a l'impression que l'œuvre existe déjà et qu'elle nous tire vers elle. Vous voyez, on raconte que Michel-Ange regardait fixement un bloc de marbre, il y voyait la statue
Il y projetait par sa vision la statue, puis il n'y avait plus qu'à enlever tout ce qui dépassait. Voilà. Mais l'œuvre était là, dans le bloc. Elle préexistait. Et ça, je l'ai vécu, par exemple, dans La Nuit de la Vérité, parce que c'est seulement à la 12e version du scénario que j'ai pu faire exprimer par le personnage principal ce qu'était sa vérité. Avant, j'y arrivais pas. Et là, donc, et toujours cette impression, l'œuvre est là, il faut se montrer digne par son travail de la laisser émerger. C'est très curieux. Il ne s'agit pas tellement d'ajouter des éléments les uns aux autres, comme on construit un mur de briques, mais de déblayer aussi ce qui vient de nos automatismes pour laisser parler l'œuvre elle-même, à un moment donné, qui se met à vivre. Goethe disait « Les événements à venir projettent leur ombre en avant ». L'œuvre déjà achevée projette son ombre, anticipe sur les tâtonnements de sa propre gestation. Et le travail qu'on a à faire, c'est justement de se mettre en quelque sorte en état de grâce. Alors, quand j'ai lu le physicien Philippe Guillemont, alors j'ai eu comme une révélation. Philippe Guillemont est assez dur à comprendre, il fait faire des nœuds un peu dans le cerveau, mais ça a été vraiment pour moi une expérience, pour moi qui ne suis pas du tout scientifique, une expérience déterminante. Parce que Philippe Guillemont nous parle des différentes lignes de temps. Alors, on a le temps, selon saint Augustin, qui dit il n'y a pas 3 temps, le passé, le présent et l'avenir. Il y a la conscience présente du passé, qui est le souvenir, la conscience présente du futur, qui est l'attente, et la conscience présente du présent, qui est l'attention. Bon, tout ça, c'est sur le même plan de conscience. Il suffit, c'est comme une bande magnétique, soit on la fait défiler dans un sens, vers l'avant, vers l'arrière, ou on la met en lecture. Tout ça, c'est sur le même plan de conscience. Le souvenir, l'attente, l'attention. Mais ce que nous dit Philippe Guillemont, c'est que si on change de plan de conscience, si on s'élève à un degré, on pourrait dire, de spiritualité un peu supérieure, eh bien là, il y a une inversion de la flèche du temps. Et que le temps vient vers nous. Et que l'œuvre vient vers nous. Et ça, je l'ai... Alors, quand j'ai lu Philippe Guillemont, j'ai dit pourquoi ça m'a tellement frappé. Parce qu'il m'a expliqué deux textes. Il m'a expliqué un texte qui est dans le Girovague qui s'appelle « Un garçon sans avenir » et que j'avais fait un prologue et un une conclusion, un épilogue, que je ne comprenais pas, mais je savais qu'il fallait que je le mette. Mais ça me mettait un peu mal à l'aise parce que ça jouait avec le temps. Et puis la dernière page d'Amoros, aussi, qui m'a laissé dans une... Bon, il fallait que je finisse comme ça, mais je ne savais pas pourquoi. Et quand j'ai lu Guillemont, alors j'ai compris pourquoi il fallait que ce soit comme ça. Et là, ça m'a rassuré. Parce que ce qui avait été mon intuition, j'ai pu voir comment elle se rattachait à des phénomènes de ce que Guillemont appelle la physique de la conscience, dans son livre qui porte ce titre. Peut-être que je n'ai rien compris du tout à Guillemont, mais en tout cas, ça m'a éclairé sur ce qui était là au simple niveau intuitif. Alors, bon, on parlait un petit peu du fonctionnement. Maintenant, j'en arrive à la question finale, la littérature. À quoi bon ? Sachant ce qu'on a vu ensemble. Alors, une petite anecdote. Dans les années 30, en 1935 exactement, paraît aux États-Unis un roman d'un jeune écrivain, Frédéric Procoche,
qui s'appelle Les Asiatiques. Ce roman se présente comme un récit de voyage à la première personne. Un jeune homme traverse l'Asie, le Liban, le Vietnam, à la recherche du bonheur. C'est un immense succès. Prokosch n'a jamais mis le pied en Asie. Il a tout inventé. Avec l'argent qu'il gagne, qu'est-ce qu'il fait, à votre avis ? Il s'offre un voyage en Asie. Alors, ça pourrait illustrer ce que j'appelais tout à l'heure l'incarnation différée. Qu'est-ce que permet la littérature ? Elle permet, par un détour, effectivement, par une mise à l'écart en dehors du monde, dans le monde de l'imaginaire, de se réinsérer dans la société. Si on parle de Joanne Rowling, par exemple, au chômage, qui écrit Harry Potter dans des petits cafés blafards, et puis qui... Alors, je ne sais pas si on peut parler de littérature dans ce cas-là, mais enfin... oui, enfin, pourquoi pas, j'ai jamais lu. Mais, oui. Et voilà, et elle retrouve une place dans le monde, et quelle place à travers ce... vous voyez. Alors, la littérature peut être une manière d'obtenir une reconnaissance sociale et de s'incarner dans le monde par le détour d'un retrait, en quelque sorte. Ça peut être aussi, on l'a vu, un moyen pédagogique de transmettre efficacement des idées et de former les jeunes esprits. Le week-end dernier se tenait à la mairie du 6e arrondissement le salon du livre africain. Et là, j'ai entendu des femmes africaines extraordinaires dire comment les livres et la littérature les avaient sauvées, d'une part, et d'autre part, étaient pour elles un moyen de résistance et de combat dans la lutte pour la liberté et la reconnaissance de l'égalité des femmes. Notamment l'une qui s'appelle Jaidi Amalou Amal, qui a écrit Les Impatientes, une Camerounaise, qui a eu le Goncourt des lycéens en 2020, je crois. C'était absolument émouvant et très intéressant. Et alors là, bon, évidemment, c'est pas tout à fait le même sujet, parce que ce qui compte, c'est le témoignage. Et ces œuvres s'inscrivent sur la ligne du temps historique et du politique. Les enjeux artistiques ou spirituels peuvent passer au second plan. C'est la littérature au service de la vie, alors que ceux dont nous parlons, Proust, Balzac, ils mettent leur vie au service de la littérature. Donc c'est autre chose. Et c'est ça qui est un peu le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier ce rôle-là de la littérature. Littérature de combat et de résistance. Alors, c'est aussi, pour me faire l'avocat de la littérature, c'est aussi un art exigeant qui nous met en rapport avec des dimensions spirituelles qui échappent à la vie ordinaire, qui crée donc un plaisir, et chez le lecteur, et chez l'écrivain. Le lecteur, on n'en a pas beaucoup parlé, mais selon un article de la journaliste Pascale Senck, l'écrivain fait entendre sa voix à vos oreilles, vous entraîne dans son histoire, et alors, si tel est le cas, vous vous sentirez déjà passablement détendu. Une étude de 2010 a montré que lire seulement 6 minutes d'un récit qui vous passionne réduit votre stress de 60%. C'est pas beau la science, hein ? Bon, Montesquieu l'avait dit avant elle, je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. Mais bon, voilà. Mais bon, il y a des études scientifiques qui montrent aussi que le fait de lire une aventure ou une fiction, nous enrichit de la même manière que l'expérience vécue. Donc ça aussi, c'est un atout pour défendre la littérature. Et puis, bon, je pense toujours... Alors, ce qu'on trouve dans le générique du Mépris de Jean-Luc Godard, vous voyez qu'on voit la caméra qui avance vers nous sur les rails et puis qui se met à pivoter, et on entend la voix de Godard qui nous dit
Le cinéma substitue à notre regard un monde qui s'accorde à notre désir. On peut dire la même chose de la littérature. D'ailleurs, Camus a dit la même chose dans L'Homme révolté. Il a dit « Le monde romanesque n'est que la correction de ce monde-ci, suivant le désir profond de l'homme. » Vous voyez, Godard et Camus se rejoignent. Donc, un monde qui s'accorde à notre désir. C'est donc plus qu'une distraction, plus qu'un passe-temps. Pour Proust, c'est un engagement vital. On sait qu'il a hâté sa mort en refusant d'écouter ses médecins qui lui recommandaient d'arrêter d'écrire, ou du moins de ralentir. Il préférait continuer. Et il dit, la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent pleinement vécue, c'est la littérature. À quoi fait écho cette pensée de Rudolf Steiner? Eh bien oui, je n'ai pas encore parlé de Rudolf Steiner. L'observation de soi-même correspond à la forme supérieure de l'existence. Donc vous voyez, la citation de Proust que je vous ai lue tout à l'heure, où il incite à se tourner vers le monde intérieur, eh bien, on la retrouve aussi chez Steiner. Est-ce qu'il parle de la même chose? Ce n'est pas certain. Il y a eu quelques malentendus dans les rapports de Steiner avec les écrivains. On peut penser à Kafka, qui dans son journal raconte la rencontre ratée entre lui et Steiner. On peut penser à Stefan Zweig, qui dans Le Monde d'hier, qui a bien connu Steiner à ce moment-là, à Vienne, qui dit « J'aurais toujours pensé qu'il serait devenu un grand savant, un grand scientifique. Et je n'avais jamais pensé qu'il s'orienterait vers l'ésotérisme. » Mais sans doute le plus intéressant, c'est André Biely. André Biely, dans les souvenirs sur Rudolf Steiner, qui raconte ses conversations avec Steiner, et on voit à la fois le respect qu'ils ont tous les deux l'un pour l'autre, c'est très très passionnant, mais en fait, ça aboutit à une sorte d'incompréhension mutuelle. Alors, de André Biely, les deux œuvres majeures, La Colombe d'argent et Pétersbourg, qui développent une fantaisie, un sens du burlesque et de l'étrange, qui sont peut-être quand même assez étrangers. Mais le livre sur les souvenirs de Rudolf Steiner, avec Rudolf Steiner est vraiment passionnant, de André Biely. Et maintenant, pour aller vers la fin, on va comparer deux citations. Alors je demande un peu d'attention, ce sont des citations un petit peu longues, mais j'essaie de les lire lentement. Proust. Si j'essayais de me rendre compte de ce qui se passe au moment où une chose nous fait une certaine impression, je m'apercevrais que le livre essentiel, un grand écrivain n'a pas à l'inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. Toute impression est double, à demi engainée dans l'objet, prolongée en nous-mêmes par une autre moitié. Bon, voilà. Une partie de notre rapport au réel se prolonge en nous-mêmes par une autre moitié. Bon, j'abrège un petit peu. Et Steiner. La méthode psychologique consiste en l'investigation de l'esprit sur sa propre activité. L'appréhension de soi-même est ici la méthode. Il faut posséder un organe spirituel intérieur pour apprendre certaines choses concernant le monde. Dans cette expérience, il faut apporter la pleine clarté du concept pour qu'une connaissance en résulte. Il y a cependant des gens qui veulent se réfugier dans le fort intérieur pour échapper à la clarté du concept. Ceux-ci nomment mystique la tendance à transposer la connaissance de la lumière du monde, des idées, dans les ténèbres du monde affectif non éclairé par les idées. Tous mes écrits s'élèvent contre cette mystique. C'est en faveur d'une autre mystique
qu'est écrite chaque page de mes œuvres, la mystique qui maintient fermement pour la pensée la clarté des idées et transforme en un organe psychique de perception comparable et le transforme en un organe psychique de perception comparable à l'œil ou à l'oreille pour le monde physique. Donc, pour qu'une connaissance résulte de cette introspection, selon Steiner, il faut que le retour de l'esprit sur lui-même aboutisse à la clarté du concept. Or, qu'est-ce qu'un concept? C'est l'anti-image, par excellence. C'est ce qui est débarrassé de tout support qui prête à l'imagination. Le concept. La littérature ne va pas jusque-là. En cela, elle répond à la définition de la beauté par Kant, ce qui plaît universellement sans concept. Et on pourrait revenir à Godard, pas une image juste une image. Est-ce qu'il y a une imagination exacte? Non. Steiner, dans l'épistémologie de la pensée goethéenne, nous dit, dans son conte Le Serpent vert, Goethe a opposé sa science des images à la science des concepts de Schiller. L'expérience due à cette création de Goethe nous introduit au seuil de l'ésotérisme. La littérature est-elle condamnée à rester sur le seuil, à ne jamais accéder complètement à la connaissance spirituelle? Et si c'était ce qui en fait la valeur? Oui, alors, avant d'aborder la conclusion, pour aborder la conclusion, je vais faire un petit détour. Un petit détour par la place du Châtelet, un soir d'été. Je suis là, assis au Sarah Bernard, du côté de la tour Saint-Jacques. Je regarde les gens qui passent. Ah, tiens, mais voilà une tête que je connais. Quelqu'un que je n'ai pas revu depuis nos années de fac. Et on se retrouve, et il me raconte un peu sa vie. Il est compositeur, élève de Boulez. Bon, il a une carrière qui marche bien. Il va partir comme pensionnaire à la Villa Médicis. Et il me dit, écoute, maintenant, j'aimerais travailler sur un opéra. Je cherche un sujet d'opéra. Et, alors là, illumination, j'ai dit, mais j'ai ton sujet d'opéra. C'est ça, la mort de Virgile, de Broch. Bon, je le fais assez brièvement, mais je lui parle du sujet, il s'y intéresse. Moi, ça fait des années que je suis obsédé par ce livre. Ce livre est d'une densité, d'une richesse infinie, c'est une symphonie, j'envie ceux qui peuvent le lire en allemand. C'est quand même ça tient au corps. Mais ce livre me passionne et j'ai toujours trouvé dommage que, au fond, la densité de sa matière fasse obstacle au message, du coup, au message qu'il transmet, sur lequel je vais revenir. Et donc, très rapidement, nous obtenons les subventions pour écrire le livret, le prélude et une partie du chant. Tout ça démarre très bien. Alors, nous sommes tous les deux des grands amateurs de Werner Herzog au cinéma, et l'idée nous vient, tiens, si on allait voir Werner Herzog pour lui proposer de mettre en scène notre opéra. Belle rencontre, très belle rencontre avec un homme extraordinaire qui est un romantique mystique allemand du 19e, égaré dans notre époque. Bon, ça n'a rien donné, mais parce qu'on n'a jamais trouvé le financement pour faire le reste. Il n'empêche que le prologue et l'oratorio ont été donnés à la Maison de la Radio en décembre 2000. Et pour l'oratorio, là encore, rencontre de deux éléments. L'oratorio qui raconte la mort et le détachement de Virgile de ce monde. Je me suis basé sur les 5 étapes du deuil telles qu'elles sont définies par Elisabeth Kubler-Ross. Ça m'a servi de structure. Enfin bref, voilà, fin de l'anecdote. Maintenant, pourquoi est-ce que
je m'intéressais... Pourquoi est-ce que Thierry aussi, mon ami, s'est intéressé autant à ce sujet? Et pourquoi est-ce que je voudrais conclure là-dessus? Alors, pour ça, il faut revenir un peu à Virgile. Qu'est-ce qu'on sait de Virgile? Eh bien, en fait, pas grand-chose. On sait qu'il est né aux alentours de moins 70, mort vers moins 19 avant Jésus-Christ. On sait qu'il était l'ami de l'empereur Auguste. On sait qu'il a écrit l'Énéide, les Géorgiques, les Bucoliques. Et ce texte très énigmatique qui est la 4e églogue des Bucoliques, dont je vais vous lire un extrait dans une traduction de quelqu'un qu'on n'attendrait pas forcément ici, qui est Marcel Pagnol. Voici l'âge dernier prédit par la Sibylle, voici venir d'un pas solennel et tranquille, des siècles révolus le cycle renaissant. La Vierge brille au fond de la voûte nocturne, et pour la race d'or du règne de Saturne, l'enfant prodigieux du ciel vers nous descend. Et toi, chaste Lucine, celui qui va naître, accorde ta faveur, c'est par ce nouveau maître que la race de fer disparaîtra demain, l'âge d'or nous ramène à l'époque première, le règne d'Apollon commence et sa lumière resplendit de nouveau sur tout le genre humain. Voilà. Alors, on sait aussi que, juste avant sa mort, Virgile a demandé qu'on brûle son œuvre. Il n'est pas le seul dans ce cas-là. Kafka avait demandé la même chose. Saint Thomas d'Aquin avait demandé la même chose. Il a dit, par rapport à ce que je vois, tout ce que j'ai écrit n'est que de la paille. Bon, dans le cas de Kafka et de Saint Thomas d'Aquin, les proches ont eu la sagesse de trahir. Pour Virgile, ça ne s'est pas passé comme ça. Et du moins, ça, c'est l'interprétation d'Hermann Broch. Virgile lui-même a décidé de laisser subsister son œuvre. Parce que pourquoi voulait-il la détruire, selon Broch? Parce qu'il pressent l'arrivée du Christ. Il sait que des temps nouveaux arrivent et que son œuvre ne tient pas, malgré sa beauté, malgré sa grandeur. Des temps nouveaux arrivent, un vent nouveau va souffler et il va disperser toutes ces vieilleries de l'Antiquité. Et Auguste lui dit, non, écoute, tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce qui restera de moi si tu supprimes les vers où tu me glorifies? Tu m'anéantis si tu détruis ton œuvre. Et par amitié pour Auguste, par amour, par la filia des anciens, eh bien, Virgile consent à laisser exister une œuvre imparfaite, dont il connaît la beauté et les limites. Donc, vous voyez, il me semble que c'est un peu le symbole de la littérature par rapport à la science spirituelle. La littérature est de l'ordre du pressentiment, mais elle est comme un prisme qui dévoile toutes ces couleurs qui se déploient avant de se résorber dans la pure lumière, où toutes ces nuances disparaîtraient. La littérature oriente l'âme humaine avec toutes ses qualités et quelques-uns de ses défauts vers la connaissance spirituelle. Et c'est en ça qu'elle peut être, pour certains, une voie d'initiation. Il y a une formule qui revient comme un leitmotiv permanent dans la mort de Virgile, c'est « pas encore et déjà ». La littérature, c'est ça, par rapport au statut ontologique, on pourrait dire, de la littérature par rapport à la science spirituelle, c'est peut-être ça, pas encore et déjà. Alors, on arrive vers la fin, et il serait en même temps maladroit de laisser croire que Steiner condamne la démarche artistique. Il en montre la complémentarité avec la démarche de connaissance. Voilà ce qu'il dit. L'humanité prise comme un tout pénètre de manière inconsciente et non en pleine lumière le domaine des expériences spirituelles. Des forces rendant aptes aux images venant de l'époque de lumière affluent maintenant dans chaque âme humaine. Et dans le cours d'Iclée,
La connaissance spirituelle se trouve au début, mais nous ne devons pas tomber dans l'erreur de nous arrêter là. C'est seulement en vivifiant par l'exercice artistique le contenu saisi par la connaissance, en intériorisant la connaissance dans l'exercice religieux, que les forces morales, sociales sont éveillées, que le moi guérit et que l'intelligence est protégée du mal. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Bravo. Alors oui, j'ai oublié de vous lire un petit passage évidemment, de Plotin. La doctrine de Plotin sur l'image est très intéressante. Ah oui, Plotin disait que partir de l'image et lui résister si elle se donne pour la réalité, c'est le moyen de s'orienter vers le vrai. Vous voyez, le moyen de s'orienter vers le vrai, c'est de partir de l'image et de la dépasser ou de la corriger, mais d'en percevoir la ficticité, hein, d'en percevoir le fait qu'elle n'est pas la réalité. Mais partir de l'image, ça fait penser, bon évidemment c'est la doctrine de Platon qui est là derrière, et puis cette petite anecdote de Saint-Augustin, un jour on vient le voir et on lui dit mais écoute, on est embêté parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à nos réunions, ils ne sont pas du tout attirés par ce qu'on dit, ils sont attirés par la beauté des jeunes filles. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les jeunes chrétiennes qui sont toutes belles, qu'est-ce qu'on fait? Et Saint-Augustin, dans la lignée platonicienne, dit laisse-les venir. Ils sont attirés d'abord par la beauté visible et nous allons les conduire progressivement vers la beauté invisible. Ça, c'est toute la dialectique platonicienne. Et c'est ce qu'on trouve aussi chez un de nos académiciens, Jean-Luc Marion, qui a un style quelquefois un peu difficile, mais qui fait de très belles œuvres, quand il distingue l'idole et l'icône. L'idole, c'est l'image qui emprisonne, qui fascine. Et l'icône, c'est l'image qui libère. Il ne parle pas forcément de l'icône au sens religieux du terme, mais parce qu'elle nous incite à la dépasser vers autre chose. C'est l'image travaillée par l'artiste, que ce soit une image picturale, cinématographique ou littéraire. C'est l'image qui ne se suffit pas elle-même. C'est pour ça que ça rejoint bien Plotin. Partir de l'image, lui résister si elle se donne pour la réalité, c'est le moyen de s'orienter vers le vrai. Pas encore, mais déjà.